Ceux qui ont déjà vécu une dépression peuvent avoir une idée de ce à quoi ressemble cet état d'âme particulier. Comment donc faire quand on se retrouve dans cette vallée? Quand on est en pleine détresse et que rien n'arrive à nous faire sortir la tête de l'eau. Dans la suite de cette vidéo, je vous explique les comportements qui vont pouvoir aider ainsi que ceux qui n'aideront pas du tout et qu'il va falloir absolument arrêter. On se retrouve donc après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale et d'éducation culturelle. Apprenez à faire la différence entre quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui a simplement besoin de conseils. Ce n'est pas du tout pareil. Si malgré toutes vos recommandations, cette personne-là que vous essayez d'aider ne va toujours pas mieux, ou alors si elle n'arrive pas à appliquer vos conseils malgré tous ses efforts, peut-être qu'elle vit quelque chose de plus profond qui nécessite une intervention différente. Ne vous précipitez donc pas pour la juger. Vous pouvez ne pas être outillé pour mieux apprécier la réalité de la souffrance qu'elle est en train d'exposer devant vous. Vous n'êtes pas thérapeute, vous n'êtes pas clinicien. Et d'ailleurs, on ne vous demande même pas de l'être. Voici pourquoi l'aide que les autres vous apportent ne fonctionne pas toujours. Raison numéro 1. Les personnes vous demandent de positiver et ne valident pas votre ressenti. Ça ne marche pas. Et ça empire même parfois votre détresse. Parce que cette positivité-là repose souvent sur du déni. C'est-à-dire que vous ne ressentez pas de l'empathie émotionnelle chez les personnes qui vous donnent des conseils. Elles ne vous rejoignent pas dans ce que vous ressentez. Vous avez même le sentiment qu'elles vous servent juste des paroles toutes faites de motivation et qu'elles n'essayent pas de s'asseoir avec vous dans la réalité qui vous affecte actuellement. Elles n'essayent pas de comprendre. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas besoin de conseils ou d'avis. Tout simplement parce qu'on n'est pas encore arrivé à cet état. Nous ne sommes pas encore arrivés à une étape de convalescence qui nous permet d'être ouverts à des recommandations. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Nous sommes encore parfois dans la maladie, à savoir des changements cognitifs, affectifs, des blessures psychologiques parfois. Et nous luttons encore avec une réalité que nos traumatismes ont parfois déformée. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on parle de maladie mentale. Il ne s'agit pas de folie comme beaucoup le pensent, mais davantage de troubles qui se caractérisent par une altération majeure sur le plan clinique de l'état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d'un individu. Ces maladies-là s'accompagnent généralement d'un sentiment de détresse ou de déficience fonctionnelle dans des domaines importants. Donc vous avez du mal à fonctionner. L'OMS nous explique également qu'il existe de nombreux types de troubles mentaux, désignés aussi sous le nom de problèmes de santé mentale. Donc oui, parfois vous êtes simplement malade et comme toute maladie, vous avez besoin de soins, d'empathie et de personnes qui prennent le temps de s'asseoir et de vous écouter au moins, même si elles ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Aider quelqu'un, ce n'est pas simplement donner des conseils, c'est aussi savoir l'écouter sans la juger. Raison numéro 2. Vous avez besoin d'un diagnostic ou alors de quelqu'un qui va vous expliquer réellement ce que vous avez. La plupart du temps, vous ne pouvez nommer que des signes ou des symptômes. Par exemple, je n'ai plus envie de rien, je ne veux voir personne, j'ai perdu goût à la vie, je n'ai plus de force, je suis désespérée. J'ai tellement peur, je pleure seule dans la nuit, laissez-moi tranquille. Vous savez, nous sommes tous des experts de nos expériences, car c'est nous qui savons ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Nous connaissons mieux que personne ce que nous avons traversé et ce que nous vivons. Toutefois, nous ne sommes pas toujours des experts de notre guérison. Nous pouvons donc savoir ce qui ne va pas ou ce qui a changé chez nous ou dans notre vie. Mais être complètement démuni face à la solution. Qu'est-ce qu'on doit donc faire maintenant? Comment je fais pour sortir de là, même si je sais que je ne vais pas bien? C'est ici qu'interviennent les professionnels et experts, qu'ils soient médicaux, culturels, spirituels ou même psychologiques. Le but ici est de chercher du sens, de chercher à comprendre ce qui ne va pas. Les conseils vont rester inefficaces tant que vous-même vous ne comprenez pas ce qui ne va pas chez vous.
troisième raison pour laquelle les conseils des autres parfois ne marchent pas, parce que c'est un peu comme des coups de poing. Autrement dit, ils donnent à la fois des conseils, mais ils vous jugent et vous comparent aux autres au même moment. Oh, tu es toujours comme ça. C'est toujours à toi que ça arrive. Vraiment, tu nous fatigues. Tu penses que tu es le seul ou la seule à vivre ça? Vous avez même des personnes qui vont vous dire que vous exagérez. Elles vont vous faire ressentir que ce que vous vivez n'est pas suffisamment important, que c'est un détail, que personne ne vous croit, personne ne cherche à vous comprendre et les seules paroles d'encouragement qu'on prononce sont immédiatement suivies de nouvelles paroles de jugement, de stigmatisation, de critique et même d'insultes. Vous savez, en tant que clinicienne, et pour avoir déjà moi-même eu à consulter des thérapeutes, je suis convaincue que le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit a un pouvoir immense sur notre guérison. Quand tu ne sais pas ce que tu as, tu es dans l'incompréhension. Tu navigues de gauche à droite sans savoir où tu vas. Tu cherches, tu es confus, tu fais 1001 hypothèses. Tu essaies 1001 choses et tout ce flou peut même augmenter ton niveau de détresse et même parfois générer de l'anxiété. Tu te dis, mais je vais être comme ça jusqu'à quand? Est-ce que je vais guérir un jour? Mais qu'est-ce qui m'arrive à la fin? Qu'est-ce que j'ai? En matière de santé mentale, le développement personnel et la motivation fonctionnent bien pour des gens qui ne sont pas malades. Des gens qui recherchent des moyens efficaces pour atteindre des objectifs précis. Par exemple, comment améliorer ma confiance en soi au travail? Comment perdre 10 kilos en 6 mois? Comment connaître mes forces et mes qualités pour mieux les utiliser dans la gestion des conflits avec les autres? Comment augmenter mon niveau de confiance personnelle en lisant des livres sur la psychologie et les relations interpersonnelles? Toutes ces actions-là ont également pour objectif d'améliorer notre vie et notre bien-être. Mais elles ne constituent pas des ressources qui vont pouvoir guérir une personne malade. Une personne qui souffre de traumatisme grave ou de dépression sévère, par exemple. Ça n'a pas vraiment de sens de dire à une personne qui se bat avec des traumatismes psychologiques ou la dépression qu'il faut penser positif et que quand on veut, on peut. Ça ne fonctionne pas. Les maladies mentales sont des conditions médicales qui nécessitent des soins. Elles nécessitent également d'être connues et comprises afin d'être prises en charge par les personnes appropriées. C'est d'ailleurs pourquoi vous pouvez donner des conseils tous les jours et pendant des mois à une personne, mais son état ne s'améliore pas. Et d'ailleurs, il continue même souvent à s'empirer. Les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux parfois font du développement personnel ou alors de la psychologie positive. Mais je le répète encore, quand il s'agit de guérir des maladies, d'intervenir face à une personne qui a une maladie mentale, ces stratégies-là ne vont pas souvent fonctionner. Donner des conseils peut parfois aider, mais pas dans toutes les situations. Cela va dépendre si nous nous adressons à une personne qui est saine, donc qui n'est pas malade, ou à une personne qui est porteuse d'une ou de plusieurs pathologies. Quelqu'un qui recherche simplement des conseils ou des exercices de motivation peut bien se tourner vers le développement personnel. Seligman nous met d'ailleurs en garde sur certaines stratégies utilisées par le développement personnel et notamment sur ce qu'on appelle la pensée positive. À ne surtout pas confondre avec la psychologie positive. Ça n'a absolument rien à voir. Selon lui, la psychologie clinique s'était trop longtemps focalisée sur les personnes malades et pas assez sur les personnes qui allaient bien. Ce qui est un peu normal puisque la psychologie clinique à la base cherche à guérir les maladies mentales et à diminuer la souffrance. Pour Seligman, les meilleurs thérapeutes ne se limitent pas seulement à réparer les dommages. Ils aident également les gens à identifier et à développer leurs forces et leurs vertus. Par conséquent, la psychologie positive s'intéresse surtout à la santé, à la qualité de vie et au bien-être, et aussi à ce qui rend les êtres humains heureux, résilients et optimistes. Dépassant la question des pathologies et donc des maladies,
Elle s'intéresse à ce que la psychologie moderne peut apporter au développement personnel de tout un chacun. Martin Seligman explique d'ailleurs que si la pensée positive, qui serait une pensée magique par excellence, peut agir à la manière d'un antalgique, donc un antidouleur, son efficacité reste soumise à la volonté de celui qui la pratique. Par conséquent, pas d'action, pas de résultat, pas d'effet. Très souvent, je vais voir sur les réseaux sociaux des personnes dire « Oh, tu sais, nous les Africains, nous on a nos les réseaux sociaux, on n'a pas besoin de psy, on n'a pas besoin de thérapeute. » Je comprends parfaitement cette manière de penser. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a simplement besoin de conseils et quelqu'un qui est malade et qui a besoin de plus que ça. La preuve, il y a des personnes qui suivent des conseils depuis des années, mais elles sont toujours au même point, rien n'a changé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça leur besoin. Elles ont besoin d'autre chose. Elles ont besoin de personnes qui peuvent lire vraiment ce qu'elles ont, leur expliquer les symptômes, les signes et leur dire comment est-ce qu'elles peuvent faire pour arriver à se rétablir si elles n'arrivent pas à guérir. Mais du moins, comment elles peuvent arriver à traverser ce qu'elles sont en train de vivre depuis des années. Et ça, je vous dis, ça ne s'improvise malheureusement pas. Je vous recommande d'ailleurs une vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne et qui explique les dangers de l'autodiagnostic et de diagnostic sur les réseaux sociaux. Le lien de la vidéo est dans la description de celle-ci ainsi que dans les commentaires. Pour résumer, une personne malade a besoin de soins. Pas de conseils sur la motivation ou de conseils de développement personnel. Je ne dis pas que ce n'est pas important ces conseils-là. Je dis simplement que ce n'est pas approprié pour un certain profil de personnes. Une condition médicale comme la dépression sévère, l'anxiété sociale, le deuil compliqué ou même encore le trouble de stress post-traumatique requiert la plupart du temps un traitement professionnel. Étant donné que tous ceux qui nous entourent ne sont pas des spécialistes, ils ne peuvent pas toujours comprendre ce que nous vivons ou nous apporter l'aide qui nous convient. Et ça, c'est normal. Cependant, ils peuvent faire preuve de patience et d'empathie à notre égard, en cessant de nous juger, de minimiser notre souffrance, de nous accuser d'exagérer, de nous comparer aux autres ou de nous demander de penser positif pour que les choses aillent mieux. Ce n'est pas aussi simple. On ne soigne pas une maladie en pensant positif. La vallée du désespoir peut arriver à tout le monde et elle est spécifique à chaque personne dans la manière dont elle se manifeste. Donc, consultez un médecin si possible et surtout, ne vous isolez pas avec votre souffrance. Tournez-vous vers des ressources qui peuvent vous aider à mettre des mots sur ce que vous vivez. Dans une interview que Martin Seligman a donnée, il explique que la psychologie positive est une discipline scientifique qui est reconnue, tandis que la pensée positive est une méthode de développement personnel. Parfois proche de ce qu'on appelle la pensée magique, c'est-à-dire c'est comme si juste parce que tu le dis, ça va se réaliser. La pensée positive prône la toute-puissance de la pensée sur le réel et elle pourrait se définir même comme un ensemble de pensées du type « quand tu veux, tu peux ». Quand on veut, on peut. Allez, fais un effort. Si tu le voulais vraiment, tu pourrais le faire. Tu pourrais passer au-dessus de cette situation si tu y mettais un peu plus de volonté. C'est toi qui veux souffrir. Tout est question de volonté, monsieur, madame. Vous voyez ces fameux commentaires que nous distillons parfois aux autres parce que nous en avons assez que leur situation ne change pas. Et nous nous disons, franchement, si j'étais à ta place, non, ça se serait réglé depuis longtemps. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, de cette vallée du désespoir. Posez-moi vos questions et je répondrai avec plaisir. Et si ce n'est déjà fait, likez, partagez à toute personne qui pourra en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Mental Science.